Nous sommes le 51 mars. C'est bizarre comme date. Alors j'ai deux dames à côté de moi. Bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler jeune fille? Si tu veux. D'accord. On est tous jeunes ici. Pas mal. Vous êtes de quel comité et qu'est-ce que vous venez nous raconter? Alors, Juliette et moi, Estelle, sommes du collectif féministe Georgette Sand. Et ce soir, on voulait discuter de la prise de parole des femmes issues à Nuit debout. Alors, est-ce que cette prise de parole pose problème? Visiblement oui, sinon vous ne seriez pas là. Sinon, on n'en parlerait pas. Elle pose de moins en moins problème de ce qu'on a pu observer. En fait, vous avez entendu parler du comptage du temps de parole qui a été effectué par la commission féminisme, qui pointait en fait qu'en temps de prise de parole, non, je vais me faire dans l'autre sens, en nombre de prises de parole, c'était au début réparti à 70% pour les hommes et 30% pour les femmes, et en temps de prise de parole, 80-20. Donc on s'est quand même dit qu'il y avait un problème. C'est pas vraiment égalitaire, on pourrait dire. C'est pas tout à fait égalitaire. Une de nos amies du collectif Georgette Sand, c'était quand dimanche soir, a pris la parole en AG pour proposer d'instaurer une parité de prise de parole 1-1. Système qui a pu être expérimenté à l'AG à Lyon par exemple ou dans d'autres mouvements. Quand tu dis 1-1, c'est l'un puis l'autre ou les deux en même temps? Puis un homme, puis une femme, puis un homme, puis une femme. D'accord, une alternance en fait, voilà. Cette proposition n'a pas été votée à l'AG, donc moi je suis revenue le lendemain. Pourquoi elle n'a pas été votée? Bonne question, je ne sais pas. On vote pas beaucoup de propositions en AG finalement, chaque soir. Je suis revenue le lendemain, j'ai proposé cette proposition. J'ai reparlé du 1-1 et en disant aussi que nous, parallèlement à notre volonté de voir l'AG entrer dans un cercle vertueux de prise de parole, nous on voulait aussi encourager les femmes à prendre la parole et donc proposer des ateliers de prise de parole, ateliers qu'on a baptisés Empower Meuf, de Empowerment et Meuf. Et ouais. Empowerment pour les meufs. Voilà. C'est un peu comme un film de super-héros tout ça, mais ouais. Bah, vous êtes nos héroïnes du quotidien, nous les hommes, pour certains, mais bon. Non, c'est pas gentil, c'est flatteur et limite misogyne ce que je viens de dire. Mais je voulais revenir au moment où j'ai proposé ma prise de parole à l'inscription. On m'a dit non, mais c'est bon, à la parité, on en a parlé dans l'organisation de l'AG, ça va se faire, mais on commence ce soir et on peut pas te promettre, mais ça se met en place doucement. Donc j'ai pas reproposé ça, en fait, j'ai dit voilà, on voulait proposer le 1-1 et c'est en train de se mettre en place, c'est super. Et on va voir comment ça se déroule. Ce soir, je suis revenue et j'ai vu qu'effectivement ça avait beaucoup changé. Déjà, les temps de parole de 2 minutes sont beaucoup plus respectés, ce qui permet aussi d'instaurer des tours de parole. Ça évite de prendre le micro et de le conserver pour empêcher les autres de parler, peut-être? Le modérateur a encouragé les femmes à devenir modératrices, mais aussi à prendre la parole, ce plusieurs fois. Effectivement, on a pu voir que ça se mettait bien en place. Donc le 1-1, pour l'instant, on ne va pas insister, puisque l'instauration de la parité, c'est quelque chose qui est important dans une société qu'on se constate comme totalement inégalitaire. Ça va être l'Assemblée nationale, où effectivement, là, c'est nécessaire, et c'est une mesure transitoire. Ouais. Or là, la transition, apparemment, en tout cas ce soir, elle fonctionne. Donc, ça commence à se faire. Donc on va pas menacer de faire le 1-1, on va pas menacer de se retirer et tout ça. Nous, on va juste vraiment encourager les filles à prendre la parole en les formant, en les suivant. Et puisqu'on parle de féminisme et d'une problématique par rapport à cette parité dans la parole, et que vous avez constaté qu'au départ, il y avait une différence entre la parole des hommes et la parole des femmes, comment vous expliquez cette différence, en fait? D'où ça vient? Ça vient de loin. Ouais. Ça vient de très très loin et c'est probablement pour ça qu'il y a une réelle difficulté à, même dans un mouvement qui se veut extrêmement humaniste, libertaire, etc., même dans un mouvement qui essaie beaucoup de réfléchir sur lui-même, de se conscientiser. Pourquoi? Parce que la domination masculine, je ne vais pas m'excuser d'utiliser ce mot parce que c'est sociologiquement, historiquement... Mais t'excuses pas. Voilà, quelque chose... Non mais bon, voilà, je préfère le dire, qui est millénaire en fait. On peut remonter jusqu'au néolithique.
où la répartition des tâches était relativement équilibrée entre la chasse, la cueillette, etc. Et puis, passé le néolithique, il y a eu un basculement. Les hommes ont pris une forme de pouvoir via la chasse. Et voilà, c'est instauré. On voit dans les pas que la chasse, la guerre, des choses comme ça. Pardon ? Pas que la chasse. Non, et pas que la chasse, c'est-à-dire le pouvoir sur la structure familiale, sur le patrimoine. D'ailleurs, on dit patrimoine, on dit pas matrimoine. Ouais. Alors que pourtant, au néolithique, c'était les femmes qui étaient détentrices en fait du fonctionnement de la famille et de la transmission des enfants, la transmission, etc. Donc, on est sur quelque chose qui est parfaitement millénaire, qu'on va d'ailleurs retrouver dans toutes les grandes religions monothéistes, où ce patrimoine, cette filiation par l'homme, de l'homme et pas de la femme. Voilà. Ouais. Et donc, on arrive jusque, on va dire, au XXe siècle, où on a une série de révolutions féministes qui se mettent en place pour le droit de vote, etc. Donc c'est très récent, les révolutions. Le droit de vote en France, c'est 48, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est assez récent quand même. Voilà, c'est très 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 récent. Un petit peu plus tôt dans les pays anglo-saxons, mais pas bien plus tôt à l'échelle de l'histoire. Avec les suffragettes et tout ça. Voilà, ouais. Donc finalement, cette domination masculine, elle est complètement imbibée dans l'inconscient collectif et dans les comportements individuels. Et je pense que même des militants qui sont extrêmement conscientisés, même des gens qui croient énormément à la démocratie, qui réfléchissent énormément sur leur propre comportement, ça c'est un sujet sur lequel c'est beaucoup plus difficile de revenir. Et alors tant de la part des hommes que des femmes. Alors, c'est très bien que tu dis ça parce que moi il y a une question que je me pose tout le temps. Moi je suis un garçon, voilà, j'espère que ça se voit. Et souvent je me rends compte que les filles soit sont complètement inconscientes de ces problématiques liées au féminisme, à la soumission, ou limite elles disent oh, c'est incroyable, c'est pas un problème, tout va bien. Et après il y a des jeunes filles ou des femmes ou des dames, je ne sais pas comment dire, qui elles sont plus engagées, les femmes, voilà, qui sont plus engagées par rapport à ces questions. Et je suis étonné de voir la séparation entre les deux. Alors quand on parlait de domination masculine, ça a mené à quoi ? Ça fait que des hommes prennent l'habitude de s'exprimer, on parle la prise de parole, on va parler de ça, ont l'habitude de s'exprimer, de monter sur l'estrade, de tenir le micro, de cogiter un peu à l'avance à ce qu'ils vont dire ou pas d'ailleurs. Il y en a qui vont en freestyle et on le voit y compris là dans l'Assemblée Générale. Bien sûr, mais oui, non mais... tout le monde ne réfléchit pas forcément à l'avance sur la pertinence de ce qu'il va dire. L'utilité. Après, avoir envie de dire, c'est voilà, ça vient, peut-être pas mal. La spontanéité, ouais. Elle est assez, on va dire, fluide chez les hommes parce qu'il y a une habitude de ça. On demande souvent d'abord son avis au petit garçon qu'à la petite fille qui va être un peu timide. Donc l'homme est éduqué pour réagir et la femme est habituée à être soumise. L'homme est éduqué à prendre, beaucoup plus éduqué à occuper l'espace, à prendre le pouvoir. On voit d'ailleurs aussi avec les copines de Stop Harcèlement qui traitent beaucoup de cette question de la place des hommes et des femmes dans l'espace public et de problèmes de partage. Ça on peut parler du métro par exemple. Donc voilà, donc les hommes sont un peu plus habitués. Et puis les femmes, elles, inversement, sont dans une posture d'autocensure. Elles vont toujours se dire, enfin pas toujours, mais la plupart vont se dire « Oh, c'est pas si important ce que j'ai à dire. Oh, puis il va mieux le dire que moi. Oh, puis je saurais pas trop comment dire. Oh, puis je suis un peu timide. Oh, puis voilà, on va trouver ce type de comportement. » Donc il y a une culpabilité qui se construit au fur et à mesure en fait. Oui, parce que la femme qui veut prendre la parole et qui n'ose pas parce qu'elle voit qu'il y a des hommes qui ont beaucoup plus d'assurance qu'elle, qui veut être certaine d'avoir l'intervention juste, pertinente, va beaucoup réfléchir, va rater son tour et elle va aussi culpabiliser de ça. Donc en plus elle aura une certaine frustration et ça va d'autant plus la retenir. Quoi. Et l'inhiber et l'empêcher de faire. Pour venir sur le sujet des ateliers Empowerment. Bien sûr, ouais. L'idée, c'est que la prise de parole, ça s'apprend. Il y a d'ailleurs des écoles, donc des formations. Vous faites ça ici ? Alors, on va le faire à partir de dimanche, parce qu'il fallait s'organiser un petit peu. Les filles, venez. On n'est pas apprendre à parler, hein. Venez échanger, bien sûr. Voilà, donc on va mettre nos savoirs en commun, ce qui est complètement conforme, je pense, à l'esprit de Nuit debout. Donc 16h dimanche. Et l'idée, c'est d'essayer de voir avec des femmes qui ont des idées, comment les aider à structurer leurs idées, comment les aider à sortir du manque de confiance qui les empêche de se dire « je vais aller au démarrage de
l'AG, prendre un tour de parole, parce que c'est tout un processus aussi, hein. C'est pas que l'exercice de la parole en elle-même, c'est l'exercice de se dire je vais aller... Sortir de l'inhibition. Sortir de l'inhibition. Voilà. Ouais, c'est important. Mais c'est important. Donc on espère que ce sera utile, on espère que des femmes qui n'osaient pas forcément, du coup ça va leur donner un peu confiance. C'est l'empowerment, hein, c'est un mot anglais qui est intraduisible. Mais ne le traduisons pas alors. Donc on s'est dit hop, on le garde et voilà, et d'espérer de faire du coup double mouvement. D'un côté d'essayer de voir avec la modération de l'AG tout entière comment mieux alterner les prises de parole et rééquilibrer, et de l'autre côté pousser un peu les femmes en avant, et pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, que le nombre de femmes qui sont conscientes, militantes, qui affirment qu'elles sont féministes parce que l'égalité entre les femmes et les hommes c'est important pour la totalité de la société. Avec moins de domination sur les femmes, la société se porte mieux fatalement. Donc voilà, des poussées pour augmenter un peu ces prises de parole et cette conscience que les femmes doivent participer à la prise de décision, doivent participer à la démocratie, doivent faire des propositions, parce que sinon après, moi je sais pas où Nuit debout ira, mais là où Nuit debout ira, si les femmes sont pas assez prises en compte, le déséquilibre perdurera. Et ça c'est un risque, et ce serait vraiment trop dommage de recréer une société qui perpétue, qui reste patriarcale et pas égalitaire. Est-ce que justement, moi je suis un garçon. Vous êtes des femmes. Non mais oui. D'être un garçon. Non mais je m'excuse pas du tout, et je le vis très bien. Par contre, qu'est-ce que vous... Je pense pas être le seul garçon qui trouve qu'il faut une égalité entre les hommes et les femmes. Je pense pas être le seul garçon qui veut que les choses se passent mieux entre nous, à tous les niveaux. Comment, quel conseil vous pourriez me donner à moi, mais comme à tous les autres garçons? Peut-être qu'il y a des petites choses très simples qu'on pourrait faire, nous, les garçons, pour adhérer et montrer notre adhésion, ou accompagner. Mais tu le dis, l'accompagnement, déjà ce soir, moi j'ai vu toujours de la bienveillance dans les AG, mais une bienveillance supplémentaire et réaffirmer, les filles, on a besoin de vous dans l'organisation, les filles, on a besoin d'entendre votre parole, ça nous intéresse, ça intéresse tout le monde, et Nuit debout fait rêver, et ça doit faire rêver aussi bien les femmes que les hommes. Ouais. Et ensemble alors, du coup. Absolument. Et parce que nous, on n'est pas là venir en tant que féministe et fliquer les prises de parole, ça nous intéresse pas. Nous, non, mais ça serait à Nuit debout parce qu'on est citoyenne et on peut faire ça avec tout le monde. Vous deviendriez les méchantes du truc, ça serait horrible. Il faut pas devenir les méchantes. Ça serait dommage. On peut pas être autoritaire. L'idée c'est que les hommes parlent un peu moins et que les femmes parlent un peu plus. C'est un double mouvement. Faut tordre la branche, elle est dure à tordre parce que voilà, comme on le disait, c'est imbibé. Et ce double mouvement, les hommes, ce qu'ils peuvent faire, c'est parfois se dire, regarder un peu autour de soi, elle est prête à dire quelque chose, je vais fermer ma bouche. Laisse-la parler. Laisse-la parler et voilà. C'est pas mal, laisse-la parler. Elle a peut-être des trucs à dire. Écoute, je vais me faire un t-shirt avec écrit « Laisse-la parler ». Franchement, si tu fais ça... Non, mais c'est vrai parce que moi-même, quand je vous écoute, je me rends compte que dans mon comportement, je suis pas vertueux, parfait. Et parfois, je fais des bêtises. Et Dieu sait que je vous ai coupé la parole et tout ça. Mais voilà, laisse-la parler. Nous, on fait un atelier Empowerment, mais les mecs seront les bienvenus à l'atelier. Donc c'est mixte. Ce sera mixte. On va pas leur apprendre à prendre le pouvoir, mais ils peuvent venir voir comment ça se passe. Eux aussi, du coup, pourront justement conscientiser ce processus, pourront se dire tiens, mais effectivement, je vais me mettre un peu en retrait, je vais l'encourager à parler. Ce sont des idées qui m'intéressent, je vais les soutenir. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie d'aider dans ce sens-là. Et on en est convaincus. Et a fait il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de Puis Georgette janvier, Sand, en plus, c'est un sacré... une campagne qui s'appelait Féminisme, un parfum pour hommes. Voilà. C'est pas mal. L'homme féministe, par Georgette Sand, pour essayer de mettre en valeur des hommes qui sont féministes. Pas juste des hommes qui disent qu'ils sont féministes, des hommes qui le sont, c'est-à-dire qui ont des expériences au quotidien
à partager. Il y avait par exemple un homme qui a arrêté de travailler pour prendre un congé parental plutôt que ce soit sa femme qui le fasse, et donc c'est lui qui a élevé dans les premières années les enfants, et il l'a fait parce que il y croyait que pour lui c'était important que sa femme continue à travailler parce qu'elle avait envie de continuer à travailler. Et puis peut-être qu'en tant qu'homme, parce qu'il avait envie d'élever un enfant aussi. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de... qui est le... Voilà, quoi. C'est une question de moment et de choix de vie et de partage. Enfin, je dis ça parce que moi je l'ai fait, par exemple. J'ai arrêté de travailler, je me suis occupé de mon petit bébé quand il était tout petit. Et sa maman travaillait. Et c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Et on s'en fout. Et j'étais ni un homme ni une femme, et on s'en fout en fait. Ça fait probablement des enfants plus sensibles à l'égalité. Je sais pas ce que ça va donner, je te le présenterai, tu me diras. Mais ouais, on s'en fout en fait. Qui fait quoi? Faire ensemble, ça marche quoi. C'est toujours ce double mouvement. On ne pourra pas y arriver, les femmes ne pourront pas y arriver toutes seules, et les hommes ne pourront pas le vouloir tout seuls. Il faut que ce soit un mouvement concomitant. Ah, vous engueulez pas les filles? Non, mais c'est parce que l'envie, on parle d'envie, et l'envie ne doit pas être un sacrifice. La femme, oui, elle aura envie d'élever ses gosses, mais si elle veut avoir envie de continuer à travailler, elle ne doit pas sacrifier cette envie. Peut-être qu'un homme fera moins le sacrifice. Mais toi, tu l'as fait. Non, mais c'est une habitude. Non, mais c'est des habitudes. Tout à l'heure, on avait une dame qui était bâtonnière à Paris, une grande magistrate. Visiblement, elle a réussi sa vie. Ça n'a pas été facile, mais elle l'a fait, et ça ne l'a pas empêché d'être au service des autres. Et donc, en fait, on est tous copains, quoi. Bien sûr. Garçons, filles, tout ça. Tu en doutais? Non, j'en doutais pas, mais c'est bien de le dire aussi. Sauf quand on se fait harceler dans la rue, on peut quand même ça, c'est un autre problème. Il y a des sujets qui font que le féminisme est un sujet extrêmement important aussi à l'heure actuelle. Quand on regarde les statistiques du viol, c'est... Plus de 90% des femmes ont été harcelées dans le métro. Voilà. Moi, j'aimerais poser 100%. Toi, tu dis 100%, moi je dis 90% parce que je n'ai pas les chiffres. Par contre, j'aimerais bien savoir combien de mes copains à moi ont fait des choses comme ça. On fait des choses comme ça. Bah oui, si 90% ou 100% des filles ont été harcelées, combien de mecs font ça? J'ai pas la stat en tête, mais l'immense majorité des viols sont commis par des personnes de l'entourage extrêmement proche. Donc après, il y a aussi sûrement, une impunité, tu veux dire? Un fort tabou là-dessus, parce qu'il y a un problème aussi du côté des femmes, elles n'osent pas porter plainte parce qu'elles culpabilisent, donc pour que les affaires sortent, etc. Et donc il y a une espèce d'omerta autour de ça, surtout quand c'est des personnes qui sont extrêmement proches, dans un cercle d'amis, dans un cercle familial. Voilà. Ça, c'est des questions qui, quand même, démontrent que l'égalité, c'est pas gagné. Les inégalités salariales, ça démontre aussi, il y a jusqu'à 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, à même niveau de compétences, de diplôme, de responsabilité. On peut aller très très loin dans tous les sujets qui démontrent que l'égalité n'est pas encore faite. Et c'est pour ça que nous, on trouve ça hyper important qu'à Nuit debout, ici, il y ait les bases qui soient posées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Qu'on refasse pas, qu'on recrée pas de l'inégalité là où il y en a déjà. Alors, excuse-moi, vas-y, non, tu m'excuses pas. 1789, il s'est passé plein de choses en 1789, notamment, mais ça s'est fait sans la moitié de la population. Ouais. Et là, on ne voudrait pas que Nuit debout, ça se fasse sans la moitié de la population. Eh ben moi, j'encourage tous les hommes, toutes les femmes à entendre ce que vous avez dit, et aussi à tous les hommes à se poser des questions par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que les femmes se posent plus de questions que nous, les hommes. C'est embêtant de faire une dichotomie, mais voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on fasse cette dichotomie. Donc arrêtons de faire une dichotomie. On est l'humanité, on n'est pas les hommes et les femmes. Et maintenant, on va retourner sur l'AG, je crois. Logement pour tous, c'est un sujet. Merci à l'équipe derrière. Merci. Merci les dames, les filles. Et les Georgette Sand. Et merci à elle d'abord, d'avoir inspiré des choses comme ça. Et on part en sujet. À tout de suite. 1,